Il était un peu plus de 18 heures quand j'ai franchi le seuil de notre maison à Versailles. J'étais épuisé, mon téléphone était éteint, et un énième appel avec un investisseur n'avait rien donné. J'ai posé ma sacoche d'ordinateur près de la porte, m'attendant à entendre le ronronnement de la télévision ou le tintement d'un verre de vin dans la cuisine. Au lieu de cela, j'ai trouvé Mathilde debout dans le salon, pliant des vêtements avec une précision militaire dans sa valise. Elle n'a pas levé les yeux. « Tu pars quelque part ?» ai-je demandé, d'une voix plate mais assez forte pour briser le silence. Elle a fermé la fermeture éclair de sa valise sans tressaillir. « Je veux divorcer, Bastien. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Enfin, elle a croisé mon regard. Pas de colère, pas de larmes, juste un vide total, comme si elle était déjà partie ailleurs et avait oublié de m'en informer. « Pourquoi ?» ai-je demandé, essayant d'encaisser le coup. « Tu choisis maintenant, alors que tout s'effondre ?» Mathilde a croisé les bras. « Justement. J'ai besoin de quelque chose qui ne s'effondre pas dans ma vie. » Mon cœur cognait contre mes côtes. « Alors, ta solution, c'est de boucler une valise et de quitter ton mari quand il se noie. »« Je ne suis pas ton maître nageur, Bastien, » dit-elle froidement. « Tu as tout misé sur un rêve technologique et tu as perdu. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Tu veux dire l'homme qui a remboursé tes prêts étudiants? Qui a soutenu ton atelier d'art pendant 3 ans? Cet homme-là. » Sa mâchoire s'est contractée. Il ne s'agit pas du passé. Tout est une question de passé. Ai-je lâché? Tu savais que cette start-up prendrait tout. Tu étais avec moi quand j'ai pris ce risque. Elle a détourné le regard, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'étais avec un homme qui avait du potentiel. Maintenant, tu t'accroches juste à une idée morte. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Tu as rencontré quelqu'un? Ai-je demandé, l'air devenant soudainement épais. Mathilde s'est figée une demi-seconde. Non, dit-elle, mais je ne l'ai pas cru. Incroyable, ai-je marmonné en faisant les 100 pas. Tu attends que mon compte en banque soit à l'agonie, que je sois un avis juridique de la faillite. Et maintenant, tu t'en vas. Elle n'a pas répondu. Elle a juste fait rouler sa valise vers la porte. Je ne vais pas supplier, ai-je dit. Si c'est ce que tu es, alors pars. Mathilde s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée. Je savais que tu ne le ferais pas. Et puis elle est partie. Juste comme ça. Pas de larmes, pas d'embrassade, pas de mots d'adieu, juste le silence et le clic sec de la porte qui se refermait derrière elle. Je suis resté seul au milieu de la pièce, entouré de tout ce que nous avions construit. Tout ce qu'elle venait de quitter comme s'il s'agissait d'un bail expiré. Cette nuit-là, le calme avait des dents. Mais je ne me suis pas assis. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré, car quelque chose de plus profond prenait déjà racine en moi. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était le début d'autre chose. Le silence dans la maison semblait vivant, se glissant dans chaque recoin, s'enroulant sur les meubles comme du brouillard. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières, je me suis juste laissé tomber dans le fauteuil en cuir usé près de la cheminée. La pièce était à moitié éclairée par le lampadaire de la rue et la lueur pâle de l'horloge du micro-ondes. Je suis resté assis là un long moment, toujours avec ma veste, fixant le vide. Puis je me suis levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé la bouteille de cognac que je gardais pour une victoire qui n'est jamais venue. Le bouchon a fait un petit pop, et ce son doux a paru plus fort qu'il n'aurait dû dans une maison soudainement trop grande pour une seule personne. Je n'ai pas pris de verre. J'ai ramené la bouteille avec moi jusqu'au fauteuil et j'ai pris une gorgée lente. Ça brûlait, mais pas assez. Puis j'en ai pris une autre, et encore une autre. Vers la 4e gorgée, une pensée a commencé à prendre forme. Ces petits morceaux d'emplets de mémoire, de honte et de frustration qui tourbillonnaient dans mon esprit. La start-up. Elle ressemblait autrefois à une fusée prête à décoller. Mais ces derniers temps, elle ressemblait davantage à un animal agonisant que j'essayais de réanimer avec des appels désespérés à des investisseurs et les nuits sans sommeil. J'ai ouvert mon téléphone et regardé les emails que je ne voulais pas lire. Un objet. Refus de votre proposition. Notre fonds change de stratégie. Un autre avis de relance pour solde impayé. J'ai tout balayé d'un geste. Pas ce soir.
Je me suis appuyé contre le dossier et j'ai fixé le plafond. Peut-être qu'elle a raison, ai-je dit à haute voix, les mots ayant un goût de rouille. Peut-être que je ne suis plus l'homme qu'elle a épousé. Un plancher a craqué près du couloir. Juste la maison qui travaillait, mais cela ressemblait à une réponse. J'ai secoué la tête. Mais je suis toujours debout. J'ai repris mon téléphone. Son numéro était toujours épinglé en haut. Mon pouce a plané au-dessus, tremblant légèrement. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma galerie photo, faisant défiler les images de son dîner d'anniversaire le mois dernier, notre week-end à Annecy il y a 2 étés, le selfie flou pris dans le couloir de l'hôpital quand mon père est décédé. Je me suis arrêté sur celle-là. Elle avait sa tête sur mon épaule. J'avais les larmes aux yeux. J'y fixé l'image longtemps, puis j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai jeté sur la table basse. Le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée a de nouveau rempli la pièce. Je ne supplie pas Mathilde, parce que c'est la ligne qu'elle a franchie. Elle n'est pas seulement partie. Elle a attendu que je sois acculé. À court d'argent, à court d'énergie, à court d'espoir, et là, elle est partie. Pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Pas d'explication, pas de dispute, juste des mains propres et une valise. Ce n'était même pas un chagrin d'amour qui me serrait le cœur. C'était l'insulte. Ce genre d'insulte silencieuse qui s'insinue sous la peau et brûle lentement. Je lui avais tout donné. Pas seulement de l'argent, mais du temps. Chaque café du dimanche matin, chaque appel tardif du bureau. Et maintenant, j'étais assis dans une maison que nous avions achetée ensemble, sirotant un alcool qu'elle cachait d'ordinaire aux invités, essayant de ne pas avoir l'impression que le monde venait de m'éliminer. Mais voilà. Je n'allais pas me noyer. Peu importe l'intensité de cette tempête, la trahison, le silence. Je n'allais pas sombrer. J'ai versé un dernier trait dans un verre cette fois, je l'ai levé vers la lumière de la rue, laissant l'ambre capturer l'éclat. Au dernier homme debout, ai-je marmonné avant de boire. Puis j'ai pris la télécommande, j'ai allumé la télé juste assez fort pour faire taire l'horloge et j'ai fixé l'écran sans le voir, ne pensant pas à ce que j'avais perdu, mais à ce qu'il me restait à reconstruire. Il pleuvait encore ce mardi matin-là quand je suis entré au bureau. C'était une pluie fine et persistante qui donnait à Paris l'air d'être sous une bâche grise. Le hall était désert. Pas de réceptionniste, pas de livraison, juste le bourdonnement bas des néons et cette odeur de papier humide provenant de la vieille moquette que nous avions promis de remplacer. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, notre étage, et quand les portes se sont ouvertes, j'ai été accueilli par l'écho de mes propres pas. Le bureau était à moitié vide maintenant. Les bureaux étaient poussés sur les côtés, certains écrans débranchés, et la table des stagiaires avait disparu. Même le grand tableau blanc où nous esquissions nos stratégies de produits était vide, ne laissant qu'une traînée d'idées oubliées. Damien était déjà là, courbé sur une tasse de café à l'autre bout de la pièce. Ses manches étaient retroussées, il portait le même sweat à capuche gris qu'il mettait toujours quand les temps étaient durs. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. J'ai posé mon sac, j'ai expiré un grand coup et je me suis approché. Mathilde est partie, ai-je simplement dit. Damien a levé les yeux lentement, plissant le regard comme s'il n'avait pas beaucoup dormi. Quoi? Elle est partie? Elle a fait sa valise, elle veut le divorce. C'était dimanche soir. Pendant une seconde, il est resté assis sans rien dire. Puis il s'est frotté la nuque et s'est penché en avant, les coudes sur le bureau. Mec, je suis désolé, dit-il d'une voix basse. C'est dur. Je pensais que vous étiez solide. Ouais, moi aussi, ai-je marmonné. Un long silence s'est installé entre nous. Puis Damien a posé sa tasse, a croisé les mains et m'a regardé droit dans les yeux. Je voulais te parler, commença-t-il. Mon estomac s'est noué. Il a détourné le regard un court instant, puis a repris. Je pense que je vais me retirer de la boîte. Pour un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Tu quoi? Je veux racheter mes parts, dit-il. J'y réfléchis depuis un moment. Avec le ralentissement, les financements qui se tarissent, les retards. Je pense qu'il est temps. Je l'ai fixé, incrédule. La pluie tapait contre la vitre derrière lui comme une horloge qui tourne. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. J'ai déjà une offre d'emploi.
Directeur de produits dans une firme de fintech. C'est plus stable, une plus grosse équipe. Ça bouge vite. C'est un canot de sauvetage, ai-je coupé. C'est ça, en fait. Damien n'a pas nié. Je me suis tourné vers la fenêtre. En bas, la rue ressemblait à une photographie laissée sous la pluie. Floue, lointaine. Écoute Bastien, dit Damien derrière moi. Tu sais que je t'ai soutenu pendant longtemps. On a construit ce truc ensemble, mais ça ne marche plus. Tu le sais. Le marché a changé. On a raté le coche. Je ne peux pas couler avec le navire juste parce que j'ai aidé à le construire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé un taxi rouler dans l'intersection, ses reflets jaunes s'étalant dans les flaques comme un crayon brisé. Tu disais toujours qu'on était partenaires, ai-je dit doucement. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que tu m'as dit le jour où on a signé le premier bail. Je le pensais, répondit Damien. Mais là. Ce n'est pas personnel. Je me suis retourné vers lui. C'est bien ça le problème, mec. Ça devrait l'être. Il a détourné le regard. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas crié. À quoi bon? Les gens partent. Parfois vite, parfois en silence. Je ferai préparer les documents juridiques, dit Damien en se levant. Tu récupéreras mes parts. Je veux juste sortir proprement. Il a pris sa veste et s'est arrêté à la porte. Prends soin de toi, B. Puis il est sorti. Je me suis assis, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. D'abord Mathilde, maintenant Damien. Et moi, toujours debout dans un immeuble qui commençait à sembler aussi creux que tout ce qu'il me restait. Il pleuvait encore le matin de l'audience. Je me souviens avoir pensé que le temps correspondait parfaitement à l'ambiance. Gris, humide et assez lourd pour vous faire courber légèrement les épaules. Comme si même le ciel ne voulait regarder personne dans les yeux. Le tribunal était calme quand je suis entré. Je portais le seul costume décent qu'il me restait. Un gris anthracite, bien repassé, mais plus large qu'avant. J'avais perdu du poids. Je ne m'en étais même pas rendu compte avant de voir mon reflet dans la vitre de la sécurité. Mathilde était déjà dans la salle d'audience. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle avait l'air préparée. Cheveux attachés, manteau coûteux. Son avocat à ses côtés feuilletait des dossiers avec l'assurance de quelqu'un payé à l'heure qui ne rate jamais une virgule. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Je me suis assis à côté de mon propre avocat, un homme tranquille nommé Maître Lambert. Le juge est entré. Affaire Dumont contre Dumont. Nous nous sommes levés, puis rassis. Son avocat a commencé d'un ton si mielleux qu'on aurait pu le confondre avec de la sympathie. Monsieur le juge, Madame Dumont a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris les parts de l'entreprise de Monsieur Dumont, indépendamment des performances financières actuelles. Cette société a été bâtie durant leur mariage. Elle ne demande que sa part légitime. Je ne l'ai pas regardé. Maître Lambert s'est penché vers moi. Il joue le tout pour le tout. Je sais, ai-je murmuré. Laissez-les faire. Le juge s'est tourné vers nous. Monsieur Dumont, votre réponse? Je me suis levé. Ma voix ne tremblait pas. Monsieur le juge, je ne conteste pas le divorce. Je ne suis pas ici pour faire traîner les choses. Je suis prêt à céder à Mathilde la maison et la voiture. Tout ce que je demande, c'est de garder l'entreprise. Ce qu'il en reste. Il y eut un silence. Le juge a haussé un sourcil. L'évaluation de votre entreprise montre une perte significative. Oui, monsieur, ai-je répondu. Nous n'avons presque plus rien. Je sais ce que je garde, mais c'est à moi de le reconstruire ou de l'enterrer. J'ai enfin tourné la tête vers Mathilde. Elle fixait droit devant elle, le regard illisible. Je veux juste garder ce dans quoi j'ai tout investi, ai-je dit. Si elle veut le reste, elle peut l'avoir. Maître Lambert semblait surpris. L'avocat de Mathilde s'est raclé la gorge. Ma cliente accepte la proposition. Le juge a hoché la tête. J'aurais pu me rasseoir, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis tourné pleinement vers Mathilde et j'ai parlé assez fort pour que toute la salle entende. Merci,
ai-je dit. Pour les années que nous avons eues. J'aurais aimé qu'elle se termine autrement. Sa mâchoire s'est contractée. Quoi qu'il arrive ensuite, je le pense vraiment, ai-je ajouté. Même si je ne comprendrai jamais pourquoi tu es parti. Elle m'a regardé brièvement, mais n'a pas parlé. J'ai salué le juge d'un signe de tête. C'est tout. En sortant, je ne me sentais pas plus léger, ni plus fort. Mais je me sentais intact. Et parfois, c'est une base suffisante pour reconstruire. 3 jours après l'audience, je vivais dans ma voiture. Je n'y dormais pas encore, mais chaque chemise que je possédais était pliée sur la banquette arrière, et ma sacoche d'ordinateur était devenue un classeur de fortune. J'enchaînais les nuits sur les canapés des copains. 2 nuits chez un ami à Boulogne-Billancourt, une nuit gênante sur le sol du bureau d'un ancien collègue. Mais je savais que je n'avais plus beaucoup d'endroits où garer ma fierté. C'est alors qu'est tombé le message de Léa, la petite sœur de Mathilde. Et, j'ai appris pour tout ce qui se passe. Si tu as besoin d'un endroit où te poser, mon canapé est libre. Je suis à Pantin maintenant. Aucune pression. Léa avait 5 ans de moins que Mathilde. C'était toujours la plus discrète lors des dîners de famille, celle qui levait les yeux au ciel quand sa sœur essayait de monopoliser la conversation. Je me souvenais qu'une fois, lors d'un repas de Noël, elle m'avait glissé un mot sous la table. Tu es la seule raison pour laquelle ces dîners sont supportables. À l'époque, j'avais juste souri avant de le glisser dans ma poche. Je ne l'avais jamais jeté. Il m'a fallu presque 1 heure pour répondre. Tu es sûr? Elle a répondu en 5 secondes. Absolument. L'appartement de Léa se trouvait au-dessus d'un fleuriste, dans une rue calme avec un bureau de tabac à un bout et un pressing qui n'avait pas changé son enseigne depuis les années 90. Le bâtiment était vieux mais propre. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Salut, dit-elle en ouvrant grand. Tu as l'air d'un homme qui a soit le cœur brisé, soit qui vient de se faire agresser. J'ai esquissé un demi-sourire. Un peu des deux. L'appartement était petit, 2 pièces et une cuisine en longueur, mais il était chaleureux, sentait la cannelle et la lumière y entrait vraiment. Sur son canapé, recouvert d'un plaid bleu doux, un oreiller m'attendait déjà. Je ne vais pas pleurer, ai-je dit en posant mon sac. Mais j'ai l'impression de retrouver de l'oxygène. Elle a souri. Cet oreiller est à toi pour une durée indéterminée. Les jours ont pris un nouveau rythme. Le matin, je me levais tôt pour travailler sur la table de sa cuisine, essayant de vendre ce qui restait de ma boîte à quiconque voulait m'écouter. Les appels étaient courts, les réponses encore plus. Pendant ce temps, Léa allait et venait en fredonnant. Elle enseignait les arts plastiques dans une école primaire locale et rentrait chaque après-midi avec une odeur de colle et de peinture. Certains soirs, nous dînions ensemble. Des pâtes premier prix, un wok, n'importe quoi préparé avec des coupons de réduction et les restes. Quand j'ai proposé de participer aux courses la première semaine, elle m'a écarté d'un geste. Tu me rembourseras quand tu seras à nouveau riche, dit-elle en grimaçant. Je suis sérieux, ai-je répondu. Je n'accepte pas la charité. Elle m'a regardé avec douceur. Je ne t'en propose pas. C'est juste la vie. Les gens s'entraident parfois. Un soir, alors qu'elle rinçait la vaisselle et que j'étais assis avec une bière tiède, j'ai enfin lâché ce qui me pesait. Léa, je sais que ce n'est pas ton problème, et je sais à quel point c'est bizarre d'héberger l'ex de ta sœur. Elle n'a pas levé les yeux. Tu n'es pas l'ex de Mathilde pour moi. J'ai froncé les sourcils. Alors, je suis qui? Elle s'est retournée et s'est appuyée contre l'évier. Tu es Bastien. Le gars qui venait à chaque barbecue familial même quand Mathilde n'en avait pas envie. Celui qui m'a aidé à déménager de ma cité quand personne d'autre ne voulait le faire. Celui qui riait à mes blagues nulles. Tu n'es pas ici par pitié. Tu es ici parce que j'ai confiance en toi et parce que je suis contente que tu sois là. Cette nuit-là, allongé sur son canapé, j'ai réalisé quelque chose de plus profond que tout ce qui s'était dit au tribunal. Ce n'était pas le fond du gouffre. Cet appartement, sa gentillesse discrète, l'odeur de cannelle. C'était la première brique de quelque chose de nouveau. En octobre, le silence de la maison n'était plus pesant, mais paisible. Léa chantait dans la cuisine toujours faux, mais elle s'en fichait. Je ne dormais plus sur le canapé depuis des mois, le changement s'était fait naturellement.
Mes affaires avaient désormais leur propre tiroir. Et l'entreprise, contre toute attente, avait survécu. Une percée. Un client de logistique de taille moyenne avait tenté le coup avec mon logiciel. Ce contrat en a amené 2 autres, puis 6. Ce matin-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu les chiffres. Nous venions de dépasser les 100 000 € de bénéfices nets. C'est la tête d'un homme qui n'a plus besoin de manger des nouilles instantanées, a lancé Léa depuis la cuisine. J'ai ri. C'est la tête d'un homme qui va acheter une table qui ne vient pas du site Le Bon Coin. Le soir même, j'ai réservé un dîner sur un rooftop à Paris, un petit endroit avec des guirlandes lumineuses et des chauffages de terrasse qui brillaient comme des lanternes dans l'air frais de l'automne. Léa portait une robe pull bordeaux et ses bottes qu'elle adorait. À un moment donné, je l'ai regardée, éclairée par cette lumière ambrée, et je me suis arrêté de parler. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Je t'aime, Léa. Pas pour ce que tu as fait pour moi, mais pour qui tu es. Cette vie, je la veux avec toi. » Elle a rougi, d'un rouge profond comme un lever de soleil. « Je me demandais quand tu finirais par le dire, » a-t-elle chuchoté en souriant. « Parce que moi, j'en suis là depuis un moment déjà. » C'est alors que mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai d'abord ignoré, mais il a insisté. C'était Mathilde. Nous devons parler d'urgence. J'ai regardé l'écran, puis j'ai repris la main de Léa. J'ai tapé. Une autre fois. Je dîne avec ta sœur avant d'envoyer. Léa a haussé un sourcil. C'était elle? Oui. Elle a souri. Il était en quelle voix qui est resté. 2 jours plus tard, je me tenais derrière mon bureau. J'avais pris le temps de m'asseoir avec la vérité, de laisser la poussière retomber. Puis, j'ai appelé une connaissance, Maître Hélène Roche, une avocate d'affaires à qui j'avais déjà présenté une démo logicielle. Elle n'avait pas investi à l'époque, mais elle aimait mon instinct. « Bastien, dit-elle, curieuse. Je ne m'attendais pas à ton appel. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je répondu. Et ce n'est pas le commercial qui t'appelle. Elle a compris au ton de ma voix. Le lundi suivant, nous nous voyons. Le vendredi, elle avait monté un dossier solide. Damien avait siphonné des données, détourné des clients et, dans au moins un cas, envoyé des factures en double via une société écran. Nous avions les preuves. Les aveux de Mathilde avaient comblé les vides. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» m'a demandé Hélène. Les procès prennent du temps, de l'énergie. Tu vas être traîné dans la boue. J'y suis déjà passé, ai-je dit. Maintenant, il s'agit de rester debout. Le tribunal était calme. Éclairage froid, bois poli. Damien était assis en face de moi, portant un costume bleu marine un peu trop bien taillé pour un homme qui prétendait n'avoir rien fait de mal. Il refusait de me regarder. Quand le juge m'a donné la parole, je me suis levé. Monsieur le juge, j'ai fait confiance à Damien. Il était mon ami, mon associé. Et quand tout a commencé à s'effondrer, il a choisi de partir discrètement avec les meilleures pièces en me laissant enterrer sous les décombres. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une demande de responsabilité. Le verdict est tombé. L'entreprise de Damien devait payer l'intégralité des dommages et intérêts. Il a été interdit de gérer une société pendant 5 ans. Sa licence a été suspendue. Je n'ai pas souri. En sortant, mon téléphone a vibré. Léa. J'ai vu les nouvelles. Fier de toi. Je t'invite à dîner ce soir. Puis, un message d'un ancien client. Puis un autre. Les gens revenaient. Les cendres devenaient du petit bois pour un nouveau feu. Un dimanche après-midi, alors que Léa était sortie faire les courses, on a frappé à la porte. Mathilde était là, dans un long manteau, les yeux rougis. « Bastien, dit-elle, la voix brisée. S'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. » Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé l'appartement, modeste mais chaleureux, avec les livres empilés sur la table et la radio qui diffusait du jazz. « J'ai pensé à toi, » commença-t-elle. « Je sais que j'ai détruit ce qu'on avait. Mais je suis venu parce que tu dois savoir que je t'aime encore. Je pensais faire le bon choix à l'époque. J'avais peur. Et Damien me disait des choses.
Mais je vois ce que j'ai laissé derrière moi maintenant. Bastien, je veux une autre chance. Un long silence s'installa. Je suis désolé, dis-je doucement. Mais cette partie de ma vie est terminée. Mais Bastien. Tu es parti, Mathilde. Pas dans un moment de colère, mais quand j'étais à terre. Et maintenant que je suis debout, tu veux revenir? Elle tremblait. Tu as dit que tu n'étais pas venu pour réécrire l'histoire. Tu es venu parce que tu ne supportes pas la façon dont ça s'est fini. Mais moi, j'ai fait la paix avec ça. Je t'aimais, chuchota-t-elle. Je le crois. Mais Léa, elle, m'a aimé quand il ne restait rien. Elle a ouvert sa porte quand je n'avais nulle part où aller. Elle a rempli le vide que tu as laissé. Mathilde accusa le coup. Tu es avec elle. Je suis à elle, répondis-je. Et je suis heureux. Vraiment. Elle a hoché la tête lentement, a ouvert la porte et partit dans la lumière d'automne. Le clic de la porte n'avait pas le son du fin, mais celui de la paix. Le printemps à Pantin avait un goût de victoire tranquille. Mon entreprise, rebaptisée Renaissance Logistique, occupait désormais un petit bureau lumineux près du canal de l'Ourcq. Je n'avais plus de dettes, et surtout, je n'avais plus d'ombre dans mon sillage. Un samedi après-midi, le soleil tapait doucement sur les pavés du jardin partagé où nous avions réuni nos proches. Ce n'était pas une réception mondaine comme celle que Mathilde aimait tant, c'était un moment de vie, pur et simple. Des guirlandes guinguettes pendaient entre les arbres, et l'air sentait le jasmin et le pain frais. Je portais une chemise en lin blanc, sans cravate. Maître Lambert était là, un verre de chablis à la main, me saluant d'un signe de tête complice. Mes nouveaux employés riaient près du buffet. Mais mes yeux ne cherchaient qu'une seule personne. Quand Léa est apparue, elle ne portait pas de traîne de satin ou de bijoux ostentatoires. Juste une robe légère, couleur ivoire, et un sourire qui semblait dire: on a réussi. Nous nous sommes avancés l'un vers l'autre. Le silence s'est fait, un silence respectueux, bien loin de celui, glacial, de mon ancien salon à Versailles. Je n'ai pas sorti le papier que j'avais préparé dans la poche. J'ai simplement pris ses mains dans les miennes. Tu m'as aimé quand je ne m'aimais plus moi-même, ai-je dit, ma voix résonnant doucement sous le feuillage. Tu es resté quand le monde m'a tourné le dos. Tu n'as pas essayé de me réparer, tu as juste cru que je pouvais guérir. Je me moque d'hier. Tout ce que je veux, c'est chaque demain, tant que tu en fais partie. Ses lèvres ont tremblé. Elle n'a pas attendu la fin des applaudissements pour m'embrasser. C'était un baiser qui scellait non pas un contrat, mais une promesse de loyauté. Plus tard, alors que nous étions assis côte à côte sous le ciel étoilé de l'Île-de-France, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. La vraie victoire, ce n'était pas le jugement du tribunal, ni les chiffres sur mon compte en banque. C'était d'avoir trouvé quelque chose d'incassable dans les cendres de ce qu'ils avaient essayé de détruire. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.